Bonsoir à toutes et à tous, chronique numéro 214, après une absence certaine. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, j'ai intitulé cette chronique La femme afghane, l'épine dans le pied de l'impérialisme américain. Alors bien entendu, c'est un petit retour historique pour ne pas oublier certaines réalités qui aujourd'hui font partie d'une façon hypocrite de la politique de l'Empire. Alors, n'oublions pas que pendant le dernier quart de siècle, je dirais, le statut de la femme a occupé le premier plan des guerres en Afghanistan. Alors, bien entendu, aujourd'hui, ces braves libéraux, ces libéraux libertaires, bourgeois de la mondialisation, n'ont de cesse que de critiquer l'oppression brutale des islamistes de tout acabit, des intégristes, on pourrait également utiliser ce sobriquet, et n'oublions pas, pour la petite histoire, afin de rafraîchir notamment les esprits, que l'abandon je dirais, de l'émancipation des femmes a été justifié par l'Empire américain, et dont les bombardements incessants d'un régime qu'ils ont effectivement soutenu à bout de bras. Alors, il ne faut pas oublier, et ça c'est une valeur sûre, que c'est avec l'assentiment, je dirais, des Américains que les talibans ont pris le pouvoir en 96. N'oublions pas, faisons un peu d'histoire. Alors bien entendu, oui, les États-Unis ont vu alors, je dirais, dans cette bande de fanatiques, une force utile à la stabilité, notamment pour la construction d'un oléoduc depuis l'Asie centrale. Alors maintenant, c'est, je dirais, autour du gouvernement de Kaboul d'être l'allié de Washington, et puis également les accords qui ont été faits entre les talibans et les Américains ces derniers temps. Alors ce ramassis, pas d'autre nom, je sais que cette, cette petite vidéo va en égratigner plus d'un, va peut-être en inquiéter ou rendre mécontents certains, mais je considère que, en tant que marxiste, je dois le faire. Alors ce ramassis, je disais, c'est hétéroclite, hein, entre seigneurs de guerre, trafiquants et islamistes, qui a répandu pendant une vingtaine d'années la terreur contre-révolutionnaire pour la cause de l'anticommunisme, qui était effectivement le lien, je dirais, sacré entre les Américains, les islamistes et d'autres seigneurs de guerre en appétit d'un capitalisme sauvage. Alors, la réaction islamique et la perpétuation, je dirais, de l'asservissement des femmes, qui en dernier lieu en est la conséquence, non seulement les féodaux, je dirais, patriarcaux, des deux côtés, hein, il faut bien le préciser, mais aussi leurs parrains impérialistes, que prétendent défendre la civilisation, sont en dernier lieu, pour ce qu'il en est de l'Afghanistan, les ennemis des femmes. Bien entendu, je vous invite à regarder un petit peu l'actualité sur l'Afghanistan et vous verrez que on ne compte plus les attaques terroristes dans les hôpitaux, dans les maternités,
et encore au moment où je vous parle. Alors faisons un peu d'histoire. La révolution d'avril de 1978 en Afghanistan, je dirais déclenchée par des éléments petits bourgeois modernisateurs, euh, ont été proposés afin de réaliser, je dirais, une réforme agraire et d'introduire des droits démocratiques parmi lesquels, je dirais, l'égalité juridique et l'éducation pour les femmes. Alors quand je parle de petits bourgeois, je me disais que, bien entendu, je préfère un régime un peu, je dirais, pas timide, mais à l'aube d'une intention d'essayer d'apporter à la société une amélioration. Bien entendu, nous sommes en Afghanistan et certainement pas en Union soviétique ou même, je dirais, dans un des pays du Comecom. Alors, ne critiquons pas cette amorce de révolution qui malheureusement a été étouffée. Mais il y aurait, comme dans le monde arabe, des socialismes qu'il fallait, à mon sens, recentrer et non pas orienter vers des croyances ou des comportements plutôt traditionnistes. Je dis bien traditionnistes et non traditionalistes. Alors, je m'explique. Le traditionalisme est un concept que les peuples portent en eux, c'est ce que Gramsci disait dans ce qu'on appelle l'hégémonie culturelle. Et traditionniste, c'est de faire en sorte que la tradition soit un élément d'asservissement pour les masses. Alors, bien entendu, on peut considérer que le gouvernement naissant du Parti démocratique populaire d'Afghanistan, le fameux PDPA, qui fut allié aux soviétiques, était en amorce, je dirais, d'un socialisme en devenir, voire même un communisme. Et bien entendu, son programme était un peu comme au début de la fameuse Révolution française de 1789. Néanmoins, même si effectivement les choses se sont mises en place tout doucement, il faut reconnaître les mesures pour sortir de l'Afghanistan, je dirais de son état féodal et pré-féodal, ont immanquablement, inévitablement, voire même, je dirais, inexpugnablement, rencontré la résistance armée des réactionnaires islamiques, rendus furieux par le moindre pas en direction de la libération ou l'autodétermination des droits de la femme. Alors, on le sait, la révolution n'a pas allé au-delà des réformes limitées. On le sait par l'intervention des forces impérialistes, américaines bien entendu. Et donc la contre-révolution qui s'en est suivie a finalement mis en place le régime clérical intégriste des talibans et a jeté l'Afghanistan dans une chambre d'horreur moyenâgeuse. Derrière cette révolution, il faut comprendre ce que, en réalité, cela cache, une sorte de force motrice qui a été le début, et je dirais même l'impérialisme américain et ses acolytes militaires pakistanais, à l'époque du général Zia-ul al-Haq. Déjà, on peut dire qu'à la fin de 78, donc de 1978, alors que les mollahs musulmans maudissaient je dirais une certaine garantie que le gouvernement avait mis en place, qu'on appelle la garantie constitutionnelle accordant des droits aux femmes, et que les khans féodaux se soulevaient contre la réforme agraire et l'allègement des dettes des paysans pauvres. N'oublions pas que le capitalisme et religion dans ce domaine-là, même si c'est un capitalisme primitif, il n'en demeure pas moins que
Ces féodaux ont conscience que l'outil doit être dans leurs mains et les autres ne doivent être que des serfs. Alors bien entendu, les agents américains coordonnaient activement l'opposition pendant que le Pakistan lui fournissait des armes. Un an plus tard, Washington écoulait clandestinement de l'argent et des fournitures, je dirais, militaires pour le djihad, et la CIA a entrepris la plus grande opération clandestine de son histoire pour, je dirais, un coût total de 6 milliards de dollars. Alors, quand l'Union soviétique est intervenue en décembre 1979 pour empêcher l'écroulement du gouvernement afghan attaqué de toutes parts, et plus précisément par sa frontière, je dirais, pakistano-afghane, le président Jimmy Carter, le président américain de l'époque, a répondu en lançant la Seconde Guerre froide. Pendant la décennie suivante, sous le démocrate Carter et son successeur républicain Reagan, la machine de propagande de Washington a déversé une propagande non seulement belliciste anti-soviétique, voire anticommuniste, qui vantait effectivement les moudjahidines, les guerriers saints, l'unité des croyants avec les Américains, jusqu'à effectivement les inviter à Washington pour prendre le thé. Bien qu'effectivement leur position contre les droits des femmes passait à la trappe au profit de la notion et du concept de combattant de la liberté. Alors les partisans de la guerre froide réganienne ont, je dirais, été rejoints dans leur hurlement par la plupart des groupes de gauche qui ont, je dirais, rejoint un petit peu le concept américain pour effectivement attaquer l'URSS. C'est le cas par exemple d'une bonne partie de la gauche occidentale, noyautée par des éléments trotskistes, et qui bien entendu avait un ennemi commun avec les États-Unis que fut l'URSS. Alors, bien entendu, l'Afghanistan, qui se bat avec acharnement pour son indépendance, a été tue et sous le fait le PDAP, pardon, allié aux soviétiques pour la première fois dans l'histoire, les femmes afghanes étaient libérées de la burqa, du fameux tissu qui leur empêchait effectivement d'exister. Vous savez, la burqa, c'est ce fameux voile, je dirais, suffocant qui recouvre le corps de la tête aux pieds. Et que les filles pouvaient, bien entendu, apprendre à lire, à écrire, étudier dans les écoles, les universités et devenir, ma foi, des enseignantes ou des scientifiques et faire partie pleinement de la société afghane naissante. Alors, bien entendu, en prenant le pouvoir, le PDAP a proclamé un programme en 20 points, notamment, c'est pour ça que je voudrais bien rentrer dans le vif du sujet, notamment des appels à l'égalité entre les nombreux, je dirais, peuples afghans, c'est-à-dire les différentes ethnies d'Afghanistan, l'expropriation des plus grands propriétaires terriens, c'est en cela que les Américains ont effectivement eu le soutien des Khans, c'est-à-dire des féodaux, l'annulation des dettes de 11 millions de paysans, l'extorsion, je dirais, annulée de ces castes parasitaires, l'extension du secteur étatique de l'économie capitaliste tout en aidant le petit commerçant, un peu sous un modèle d'autogestion, et l'enseignement général pour les deux sexes dans les langues maternelles, et on a promis bien entendu aux femmes des acquis démocratiques, et la proscription de la polygamie, et un plafond pour le
je dirais, la dot qui pourrait mener en fait à long terme à une égalité juridique des deux sexes. Mais ce qui a vraiment enragé les réactionnaires de tout acabit fut le lancement par le nouveau régime d'une campagne d'alphabétisation qui visait en particulier l'éducation des jeunes filles afin de les émanciper. Des enseignants et des travailleurs chargés de l'alphabétisation ont été accusés d'être communistes et tués. Au début, 99% des femmes afghanes étaient illettrées, en disant 1,5 million, me semble-t-il, selon les chiffres du moment. Donc 1,5 million de personnes passèrent des examens d'alphabétisation. Même une journaliste généralement hostile au PDPA et sympathisante largement avec les Moudjahidines a dû admettre qu'il y avait des acquis vraiment importants pour les femmes pendant la période de l'intervention soviétique. Alors, l'Union soviétique, comme on le sait au niveau de l'histoire, il suffit d'aller un petit peu reprendre certaines informations concernant les archives, que je vous invite à consulter. L'Union soviétique a été appelée maintes fois par le gouvernement socialiste afin justement de pouvoir se protéger contre les agressions américano-pakistanaises. Alors l'émancipation des femmes progresse rapidement à l'époque. Il y a des possibilités plus grandes pour l'éducation, l'emploi et la formation professionnelle. Particulièrement, bien entendu, commençant par les femmes des villes. Les étudiantes l'emportent en nombre sur les étudiants. Les communistes garantissent juridiquement les droits égaux entre femmes et hommes. De plus, les femmes obtiennent des postes dans le commerce, dans le gouvernement, le corps diplomatique, la police, l'armée, le parlement, également la logistique, telle que les aéroports, et des femmes sont enseignantes, infirmières, artistes, médecins et avocates. Alors de nombreuses couches de la société afghane acceptent mieux l'éducation et l'emploi pour les femmes. Alors, les services médicaux ont été rendus accessibles aux femmes pour la première fois dans les cliniques de quartiers et de villages. La pourda, la réclusion forcée des femmes à la maison, a été considérablement affaiblie en 1978. Notons que Lénine a rencontré exactement le même problème avec les fameuses républiques du Caucase sur l'URSS naissante. C'est heurté bien entendu aux féodaux religieux qui n'admettaient pas qu'il puisse y avoir des écoles du peuple. Seuls les madrassas avaient le droit de citer. Alors, bien entendu, en 1978, pour revenir à l'Afghanistan, qui finalement au fond nous regarde dans les médias, donc en 1978, seulement 5000 femmes dans tout l'Afghanistan avaient des emplois. Mais à la fin des années 80, 24 500 femmes étaient salariées, dont 11 000 enseignantes. La plupart des enseignants étaient des femmes et la plupart des membres du PDPA étaient des enseignants. En 89, au moment où le Kremlin n'a pas eu d'autre choix que de se retirer et de retirer ses troupes, vu l'intervention indirecte des États-Unis dans le conflit, le régime, à l'époque de Kaboul, le régime socialiste, a armé toutes, les membres du parti et formé une milice féminine. Alors que la gauche réformiste, la fameuse gauche démocrate, celle que on essaye de nous montrer comme étant différente des néoconservateurs américains, alors que finalement ils ne sont que les faces d'une seule et même pièce, s'est jointe à Washington pour dénoncer la présence soviétique. Alors, bien entendu, les vrais communistes ont salué l'armée rouge en Afghanistan et ont, étendre les acquis de la révolution d'octobre au peuple afghan, afin qu'il se libère. Bien entendu libéré
de l'aliénation religieuse et féodale, et également libéré du capitalisme naissant, débridé certes, mais en accord avec la politique américaine. Et bien entendu, n'oublions pas que ces mêmes terroristes financés et entraînés, voire armés par la CIA, et fatalement, le PDPA a commencé à faire machine arrière, n'ayant plus effectivement les moyens, dans une société non pacifiée, de pouvoir garantir une dynamique institutionnelle en devenir. L'erreur qui a été commise, c'est une erreur qu'on retrouve également dans d'autres régions du monde, a été que le PDPA de l'époque, pensant qu'en donnant effectivement certains droits aux intégristes islamiques, voire même de faire quelques coalitions, allait apaiser les féodaux. Et c'est effectivement l'inverse qui s'est passé. Ce sont les islamistes qui ont remporté la victoire, et finalement c'est le camp anti-femmes où ils ont exigé l'abolition de chaque acquis réalisé par des femmes sous, je dirais, l'ancien régime. N'oublions pas qu'aujourd'hui, les libéraux occidentaux accusent exclusivement les talibans pour des conditions infernales qui assaillent les femmes afghanes. Mais les talibans, en 1993, n'ont pris le pouvoir que, je dirais, après la chute d'une pseudo-coalition entre l'Alliance du Nord, rappelez-vous, Rostom, Barzani, Massoud et Hekmatyar, qui tous étaient plus ou moins islamistes. Massoud modéré, certes, mais le reste était vraiment islamiste, je dirais islamiste opportuniste. Et pendant, je dirais, ces 4 années, les droits de la femme ont été systématiquement, je dirais, d'une façon réelle, annulés par les moudjahidines victorieux, qui sont, je dirais, aujourd'hui les alliés de Washington. Et comme je l'ai précisé encore une fois lors de ma première allocution, également la mise en scène des négociations avec les talibans. Alors, il faut comprendre que le régime de Najibullah à l'époque tombe. Et l'État islamique d'Afghanistan prend le contrôle du pays. La constitution précédente est rejetée, bien que les femmes continuent à travailler et aller à l'école. Elles sont poussées à s'habiller modestement. Je dirais que même le gouvernement déclare que les femmes doivent couvrir leurs cheveux, s'abstenir de se maquiller et ne doivent pas rire en public. Des femmes commencent à être assassinées parce qu'elles sont apparentées à des hommes et, bien entendu, elles commencent à être recherchées par différents groupes de moudjahidines. D'autres sont tuées parce qu'elles résistent au viol et au rapt. Beaucoup de jeunes femmes sont enlevées pour devenir les femmes de commandants de moudjahidines. Certaines sont vendues pour la prostitution, d'autres sont lapidées à mort ou d'autres encore disparaissent tout simplement. Alors, en 1993, la Cour suprême de l'État islamique a décrété que les femmes ne peuvent pas porter les vêtements semblables à ceux des hommes et qu'elles doivent être complètement couvertes du voile, qu'on qualifie à ce moment-là de burqa, de tchadri, et bien entendu, cela leur est imposé quand elles quittent leur maison, et qu'il ne faut pas apprendre aux jeunes, aux filles, que j'appelle bien entendu aux jeunes de la jeune féminine, c'est-à-dire jeunes filles, à écrire et qu'elles peuvent seulement être éduquées aux rudiments de l'islam,
afin qu'elle soit préparée pour être mariée. Elle doit bien entendu rester à la maison et être sous le tutorat de leur père, leurs frères ou leurs oncles. Et tout cela est arrivé avant que les talibans aient pris le pouvoir. L'Alliance du Nord avait déjà cette conception, mais comme je le disais tout à l'heure, une conception de l'utilisation de la religion pour des effets pratiques et, je dirais, opportunistes. Ce que le régime taliban après allait mettre d'une façon définitive dans leurs croyances. Alors il est souvent dit que le port de la burqa, voilà, islamique afghan, qui cache tout le corps, est une question culturelle ou individuelle. Et bien entendu, à ce niveau-là, on le voit bien à la lecture des archives que c'est absolument pas du tout le cas. C'est bel et bien une coutume qui permet à l'homme d'avoir de l'ascendance sur la femme et de commettre des injustices afin de ne pas lui permettre d'être un acteur dans la société. Alors, bien entendu, l'affirmation que le port de burqa est une question de coutume blanchit les intégristes islamistes anti-talibans. Et on le voit bien que l'assassinat du dirigeant de l'Alliance du Nord, Ahmed Shah Massoud, fait remarquer, alors que les talibans ont acquis une triste réputation au niveau international à ce moment-là, que pour la prohibition de la télévision, l'interdiction de l'ordinateur et tant d'autres choses, l'emballage des femmes de la tête aux pieds et l'amputation des mains des voleurs, Massoud s'est présenté à l'Occident comme un musulman raisonnable, tirant des phrases, des phrases assez, je dirais, valises, où prétend qu'il est pour les droits de la femme. Et les femmes peuvent travailler, les femmes peuvent aller à l'école, mais quand on lui a demandé si sa propre femme porte la burqa de la tête aux pieds, il a souri d'un air embarrassé et a répondu oui, c'est la tradition. Alors il faut bien comprendre qu'il y a ce qu'on appelle les traditionalistes et les traditionnistes et les islamistes. Les trois, la conséquence pour la femme est à l'identique. Sauf qu'à la seule différence, il y en a qui le croient sincèrement et d'autres qui maintiennent une pratique sans en comprendre effectivement les effets, mais qui, de toute manière, est une position qui les arrange afin d'asseoir leur domination. Alors, les idéologues de l'impérialisme états-unien vilipendent le multiculturalisme et d'autres tendances politiquement correctes dans des universités américaines qui soutiennent que la culture occidentale n'est pas en soi supérieure à la culture islamique, qui avait préservé les réalisations culturelles et scientifiques passées, alors que l'Europe était plongée dans l'âge des ténèbres et de l'obscurantisme chrétien. Mais ces mêmes idéologues se satisfont tout à fait de condamner les femmes à la burqa sur la base qu'il s'agit de la culture locale. Le même argument a été employé dans le passé pour justifier l'excision, une certaine forme de polygamie échancrée, ou je dirais polygamie soupape, qui permettrait de sortir d'une condition sociale déplorable. Bien entendu, tout cela soutenu dans un mépris total de maintien des sociétés féodales et je dirais même dans d'autres formes d'oppression des femmes, comme si la femme afghane ne valait pas la femme occidentale. Alors, bien entendu, beaucoup de féministes afghanes, en état comparatif des choses, prétendent que tout était beaucoup mieux à l'époque du communisme. Et finalement, les choses auraient pu encore évoluer puisque le pays s'émancipait. Mais soyons honnêtes,
la femme aujourd'hui est retournée, je dirais, à ses fourneaux pour l'image. Et même si les soviétiques ont quitté l'Afghanistan et que l'Union soviétique n'est plus, l'Afghanistan demeure toujours dans un giron où la femme est aliénée. Et je dirais même, n'ayons pas peur de le dire, la femme orientale qui est la plus paralysée dans la vie, dans ses habitudes et dans sa créativité, qu'on peut dire l'esclave des esclaves, dans des sociétés qui malheureusement ont d'énormes problèmes déjà pour garantir les droits de l'homme. Si effectivement elle prend le risque, aujourd'hui on le voit bien même en Iran, de s'émanciper, elle tombera sous les fougues, et sous les foudres, et sous je dirais, le courroux de religieux fondamentalistes qui n'auront de cesse que de les réprimer. Même si elle aura une soif passionnée d'acquérir de nouvelles idées, voire même une nouvelle conscience qui lui permettront d'apprécier sa nouvelle, je dirais, position dans la société, constamment en lutte pour son émancipation, il n'y a pas, à mon sens, de meilleur concept que le socialisme pour, je dirais, combattre les idées et d'établir une révolution et acquérir une conscience de classe. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine chronique.